Dans cette vidéo, je vais te parler d'un point de programme qui a souvent du mal à passer. Il s'agit de la datation absolue. Un petit rappel pour commencer. Pourquoi parle-t-on de datation absolue? Eh bien, c'est pour la différencier de la datation relative, où on va dater les roches relativement les unes par rapport aux autres. Avec la datation relative, on va pouvoir dire que telle roche est plus ancienne ou plus récente que telle autre roche. En revanche, avec la datation absolue, on va pouvoir déterminer que telle roche a tel âge. Par exemple, 65 millions d'années. Les méthodes de datation absolue sont fondées sur l'étude d'éléments radioactifs. Tu te souviens, l'an passé, en enseignement scientifique, tu as vu qu'un élément radioactif se transforme progressivement au cours du temps en un élément radiogénique. Tu vois ici l'équation chimique de cette désintégration. L'élément radioactif de départ est appelé l'élément père et l'élément radiogénique d'arrivée est appelé élément fils. Cette désintégration libère également de l'énergie et des particules. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'elle se déroule pendant une durée fixe et que cette durée est spécifique pour chaque couple d'éléments radioactifs, éléments radiogènes. Prenons un nombre donné d'atomes dans un élément radioactif, l'uranium 238 par exemple. En un temps qui est invariable, la moitié de ces atomes d'uranium 238 se sera transformé en plomb 206. Ce temps est appelé demi-vie. C'est ce que tu vois sur cette courbe où l'on a reporté le temps en abscisse et le nombre d'atomes en ordonnée. Ici, c'est le nombre d'atomes d'uranium 238. La demi-vie se situe à n sur 2, là où la quantité d'uranium est divisée par 2. Dans cet exemple, la demi-vie est égale à 4,5 milliards d'années. Cette courbe te montre aussi que la désintégration des éléments radioactifs se réalise de manière exponentielle. Alors, il y a des formules mathématiques pour modéliser cela. Là, il faut que tu t'accroches, je te mets un petit peu de maths. Avec cette formule que tu vois à l'écran, on te dit que le nombre d'éléments pairs, n, à un instant t, est égal au produit du nombre n0 d'éléments pairs présents au départ, par l'exponentielle de moins lambda t. En simplifiant avec des mots de tous les jours, cela veut dire que le nombre d'éléments pairs radioactifs au moment t où tu décides de les mesurer, c'est-à-dire grand N, est égal au nombre d'éléments présents au début dans la roche, c'est-à-dire N0, qui est transformé au cours du temps en suivant un mode mathématique qu'on appelle l'exponentielle, qui dépend de l'élément chimique et du moment où tu décides de le mesurer. Ce qui te permet aussi d'obtenir cette équation qui veut dire en gros que le nombre NF d'éléments fils, au moment où tu les comptes, attention là, je parle bien des éléments fils, eh bien ce nombre est égal au nombre NF0 d'éléments fils qui existaient au début, auquel tu ajoutes le nombre d'éléments pairs qui ont disparu et se sont transformés en éléments fils. Normalement, ces équations ne sont pas exigibles. En revanche, ce que l'on attend, c'est que tu aies à peu près compris le principe exprimé dans ce graphique. C'est-à-dire que les éléments pairs disparaissent en suivant un chemin parfaitement opposé à l'apparition des éléments fils, et que ce chemin n'est pas une ligne droite, mais une exponentielle, c'est-à-dire ce genre de courbe. Et il y a autre chose dans les deux équations que je t'ai présentées. On te parle de lambda, et c'est important, c'est la constante de désintégration de l'élément radioactif. Elle est caractéristique d'un élément donné, et elle se calcule à partir de la demi-vie dont on a parlé tout à l'heure, grâce à la formule que tu vois à l'écran. Lambda est égale au quotient du logarithme népérien de 2 par la demi-vie, et elle s'exprime en année moins 1. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est un logarithme népérien, mais il faut que tu saches que tu vas peut-être devoir l'utiliser en ECE. En général, on utilise un tableur ou une calculatrice. Donc, entraîne-toi à faire des calculs avec le logarithme népérien, ln, en suivant les consignes qui sont données dans les énoncés des ECE. Je vais t'en donner un exemple un peu plus loin dans cette vidéo. En attendant, on poursuit avec des choses plus simples. Si je prends un autre élément radioactif, l'uranium 235, il va se transformer en plomb 207. Avec une demi-vie différente de celle de l'uranium 238, cette demi-vie vaut cette fois 700 millions d'années. Dans la datation absolue, on va utiliser le fait que chaque élément radioactif a une demi-vie spécifique pour disposer d'un chronomètre. On parle du coup d'un radiochronomètre. Ce radiochronomètre permet de mesurer le temps qui s'est écoulé depuis la formation d'une roche et donc pour déterminer son âge. Comme on date un élément géologique, on va choisir des éléments qui prennent du temps à se désintégrer. Autrement dit, qui ont une longue demi-vie. Pour bien comprendre comment fonctionne ce radiochronomètre, je te propose de regarder de près les cristaux qui composent cette roche. Car en ECE, on te demandera de les reconnaître au microscope
sur une lame et bien sûr en t'aidant d'une clé de détermination des minéraux. Prenons par exemple un minéral comme la biotite. En voilà un que tu vois en marron. Dans ce minéral, il peut y avoir des cristaux de zircon de formule ZrO6. En voilà un, il est brillant et entouré d'une auréole noire. Ces cristaux ont une structure bien précise qui est liée à la forme et à la composition de leur maille cristalline. Ce mot te rappelle quelque chose, c'est normal, c'est parce que tu l'as étudié l'an passé en enseignement scientifique. Sur cette image, tu peux voir plusieurs cristaux de zircon en vert et ils sont associés à des cristaux de silice SiO4 en rouge. Ces cristaux se sont formés lors du refroidissement d'un magma. Lors de la cristallisation, d'autres atomes peuvent se substituer au zirconium dans la maille cristalline du zircon. Il suffit pour cela qu'ils aient la bonne taille, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans la maille et qu'ils cristallisent à la même température. Par exemple, des atomes d'uranium-238 peuvent remplacer le zirconium dans la maille, mais à la température où cristallisent les cristaux de zircon, c'est impossible pour des atomes de plomb-206. Une fois que la cristallisation est terminée, l'uranium est piégé. Il ne peut plus s'échapper. On dit qu'il y a fermeture du système. C'est le top départ du radiochronomètre. Est-ce que tu vois cette courbe où, dans des conditions de pression données, à partir d'une certaine température dite de blocage, il n'y a plus d'échange entre le cristal et le magma qui l'entoure? Récapitulons. Dans un magma en cours de refroidissement, des atomes d'uranium-238 se sont introduits dans quelques cristaux de zircon. Quand la température est devenue inférieure à la température de blocage, ces atomes se sont retrouvés piégés dans la roche qui s'est formée à partir du magma. Comme l'uranium-238 est un élément radioactif, il va progressivement se transformer en plomb-206. Et tout le plomb-206 contenu dans la roche proviendra de cette désintégration puisque la roche ne contenait pas cet élément au départ. Et comme tu le vois sur la courbe, la quantité de cet élément va augmenter progressivement. Maintenant, revenons aux deux couples d'éléments père-élément-fils dont je t'ai parlé, l'uranium-238 plomb-206 et l'uranium-235 plomb-207. Connaissant la demi-vie de l'uranium-238 et celle de l'uranium-235, on peut tracer une courbe qui montre comment le rapport élément-fils sur élément-père, ou rapport isotopique, va évoluer au cours du temps après la fermeture du système. Je mets le rapport isotopique plomb-207, uranium-235 en abscisse et le rapport plomb-206, uranium-238 en ordonnée. Voici les points obtenus pour quelques durées. Et voici la courbe que l'on obtient en reliant ces points. Cette courbe est appelée concordia. Maintenant, prenons une roche que l'on veut dater. Elle s'est formée il y a plusieurs centaines de millions d'années. C'est le moment où le système s'est fermé, comme je viens de l'expliquer. Mais généralement, entre ce moment et celui où tu vas la dater, la roche a subi d'autres événements géologiques qui ont réouvert le système. Par exemple, du métamorphisme, un réchauffement ou quelque chose qui vient des profondeurs. Lors de cette réouverture, une même quantité d'éléments pairs et d'éléments fils sera sortie. Et cela de chaque cristal de zircon. Mais cette quantité sera variable d'un cristal à l'autre. Ce qui fait que si l'on mesure les rapports isotopiques dans différents cristaux de la roche, les points que l'on obtient s'alignent sur une droite appelée discordia. La voilà. La droite discordia coupe la courbe concordia en deux points. C'est celui du haut qui nous intéresse. Il correspond aux cristaux qui n'ont pas perdu d'éléments pairs et d'éléments fils dans les deux couples. Il nous donne donc l'âge de la roche, c'est-à-dire l'âge où le système s'est fermé pour la première fois. Maintenant que tu as compris comment ça marche, tu réussiras facilement les exercices qui tombent régulièrement en ECE, où l'on te donne une courbe concordia ainsi que les résultats de mesure des rapports isotopiques plomb, uranium pour différents cristaux de zircon d'une roche. Tu dois alors tracer la droite discordia et déterminer l'âge de la roche, comme je viens de te l'expliquer. Passons à la seconde partie de cette vidéo. Je vais te parler d'un autre radiochronomètre géologique que tu dois connaître. Là, l'élément radioactif est le rubidium-87 qui se décompose en strontium-87. À partir de la fermeture du système, la quantité de rubidium-87 contenue dans les minéraux d'une roche va donc diminuer. Et celle de strontium-87 va augmenter. Dans les roches, le rubidium-87 prend la place du potassium, K, dans les orthoses ou les micas. Ces minéraux, tu dois être capable de les reconnaître sur une lame mince comme celle que tu vois à l'écran. Là aussi, en t'aidant bien sûr d'une clé de détermination des minéraux. Dans les mêmes roches, on peut aussi trouver du strontium-86. Cet isotope, lui, est stable. Il se met à la place du calcium dans des minéraux comme les plagioclases ou les amphiboles que tu dois là aussi savoir reconnaître en lame mince.
Revenons à notre couple rubidium-87-strontium-87. Le problème est qu'au départ, les minéraux de la roche dont tu veux connaître l'âge contenaient déjà une certaine quantité d'éléments fils, le strontium-87, et que cette quantité, on ne la connaît pas. Alors, comment on s'en sort? On écrit l'équation qui donne à un instant t le nombre d'éléments fils de strontium-87 par rapport à la quantité de strontium-86 stable. Ce rapport, que j'appelle Y, est donné par l'équation qui s'affiche à l'écran. Pour l'établir, j'ai utilisé l'une des équations dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui donne NF en fonction du temps. Y dépend du rapport entre la quantité d'éléments pairs rubidium-87 et celle de l'élément stable, le strontium-86, à un instant t, que j'appelle X. Y dépend aussi d'un coefficient qui contient la constante de désintégration lambda. Ce coefficient, je l'appelle petit a. Et Y dépend également du rapport entre l'élément fils strontium-87 et l'élément stable strontium-86 lors de la fermeture du système. Ça s'appelle B. Tu n'auras pas à établir toi-même cette équation, mais c'est le facteur A qui va être important pour la suite. En effet, quand les scientifiques veulent dater une roche, ils mesurent la valeur de chaque rapport X et Y dans différents minéraux de la roche. Aux ECE, on te donnera le résultat de ces mesures sous la forme d'un tableau avec des valeurs de X et de Y. À partir de ces valeurs, tu dois construire sur un tableur un graphique en nuage de points avec X en abscisse et Y en ordonnée. À partir de ce nuage de points, tu vas construire la droite de régression linéaire. Cette droite s'appelle l'isochrone. Son équation est celle d'une droite de formule y égale ax plus b. Et après, toujours avec le tableur, tu dois faire apparaître la formule qui te donnera la valeur numérique de petit a. Attention, ensuite, dans tes calculs, fais bien attention à ne prendre que a et pas AX. Pour connaître l'âge de la roche, tu utiliseras ensuite l'équation suivante qui te sera donnée en ECE. On te donnera aussi la valeur de lambda. Comme tu auras déterminé la valeur de petit a, donc tu pourras calculer l'âge t de la roche. Et maintenant, tu comprends pourquoi au début de la vidéo, je te disais qu'il fallait que tu t'entraînes à faire des calculs avec les logarithmes népériens. Alors maintenant, pour bien comprendre tout cela, il faut l'appliquer. Donc teste-toi avec le quiz associé à cette vidéo et entraîne-toi à faire les ECE sur la datation des roches.